Nous avions promis un programme de haut niveau, pour l'instant objectif atteint. J'espère que vous êtes de mon avis. Ce n'est pas du tout pour mettre la pression sur notre prochain invité que je dis ça. Bien au contraire, il aura en tout cas la chance d'évoquer avec nous un très beau sujet, celui de la transmission, qui a déjà été un petit peu abordé tout à l'heure par Madame Pernelle. La transmission des savoir-faire nécessaires pour faire perdurer une activité à travers le temps, stratégique aussi pour pallier les difficultés de recrutement dont Roger Walter vient de nous parler. Et tout aussi utile que difficile si on se penche sur la transmission de savoir en matière de santé et de sécurité au travail. Si ce sujet de la transmission vous plaît, ça tombe bien, j'ai le parfait orateur pour en parler. Je ne sais pas où il se cache, c'est Antoine Nosal, il est là-bas, et on va évidemment l'encourager pour l'accueillir. Bonjour Antoine Nosal, soyez le bienvenu. Merci d'être avec nous ce matin. Tout va bien ? Bonjour et merci de votre accueil. Merci à vous, souriant, ça fait plaisir. Vous êtes actuellement, cher monsieur, chargé de développement économique au sein de la CMA Grand Est, la Chambre régionale de métiers de l'artisanat. Vous êtes également formateur spécialisé dans l'artisanat. Mais si vous permettez, je vais aussi m'appuyer sur vos anciennes fonctions de conseiller d'entreprise au sein de la Fédération des bouchers, charcutiers, traiteurs de Moselle, Vosges et Meuse. Le lien, il est facile, ce sont les petites organisations, les entreprises à taille humaine, comme on dit, celles où il est toujours essentiel de préserver le patrimoine compétences tout en le renouvelant sans cesse, évidemment. Alors celle aussi où le recrutement est un sujet crucial à plusieurs titres, principalement en raison des difficultés déjà évoquées pour trouver la perle rare. Alors dans l'ensemble de votre jeune parcours professionnel, on sent votre appétence pour accompagner les dirigeants, les managers, pour justement leur apporter une aide concrète, utile, ce qui vous place aussi dans une situation privilégiée pour observer finalement les situations et en comprendre les complexités, dont celle de la transmission des savoir-faire, dont celle aussi de la transmission d'une culture, santé et sécurité, notre thème du jour. Antoine Nosal, merci de nous apporter votre témoignage éclairé sur cette noble problématique. On vous écoute. Merci. Je vous remercie pour cette belle introduction. Merci. Et je vous remercie de rappeler cette appétence effectivement que je développe pour l'artisanat et le monde des entreprises de proximité en général. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà. Et effectivement, cette appétence, je tiens à préciser que je la développe à titre personnel et que les propos que je vais tenir aujourd'hui et cette intervention, ça n'engage que moi, voilà, en l'occurrence. Alors, on va commencer. Et voilà, et le sujet, il est rappelé, il est assez long, c'est d'ailleurs celui avec le plus de mots dans la thématique d'aujourd'hui. On va commencer par les difficultés de recrutement. Alors de quoi on parle quand on parle des difficultés de recrutement? On parle des 350 000 emplois vacants au premier trimestre 2023. Et alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure, tous les secteurs sont finalement touchés, mais certains un petit peu plus que d'autres quand même, puisqu'on parle de métiers en tension. Il y a des métiers qui sont plus sujets aux difficultés de recrutement. On parle des métiers en tension. C'est aujourd'hui un objet d'étude largement documenté. Et ces tensions de recrutement, elles sont caractérisées par plusieurs indicateurs, dont les conditions de travail. C'est finalement un facteur aujourd'hui reconnu qui explique effectivement ces tensions de recrutement. Il y a un rapport hyper intéressant qui a été remis au ministère du Travail fin de l'année dernière sur justement la résorption de ces tensions de recrutement et les démarches entreprises par les branches professionnelles en ce sens-là. Et ce rapport, il nous dit quoi? Et il nuance un petit peu les propos mentionnés précédemment, que les TPE, les très petites entreprises, ces entreprises de moins de 10 salariés, elles sont effectivement fragilisées, bien plus fragilisées par ces questions de tension de recrutement. Évidemment, ça va dépendre des cas de figure, mais elles ont quand même, de par nature, une fragilité un peu plus prononcée. Et ce rapport, il nous dit quoi également? Que l'apprentissage, c'est une voie efficace pour aller pallier ces difficultés de recrutement. C'est tout le sujet du jour. Donc, je le cite, une voie efficace pour qualifier, insérer professionnellement, une formidable opportunité d'intégration et de motivation, et je pense qu'on sera tous d'accord. Alors on parle d'apprentissage, donc de transmission des savoirs. C'est un modèle historique, un modèle effectivement auquel on est attaché, et on parle des savoirs, donc d'une valeur stratégique dans les entreprises, d'une valeur centrale qui représente quand même une belle part du capital des entreprises aujourd'hui, et notamment des TPE. Alors quelques chiffres pour situer un peu le sujet. On parle aujourd'hui de 800 000 apprentis en France en 2022. Les chiffres ont littéralement bondi les dernières années. Sur les 3 dernières années, on était à 350 000 en 2019. C'était des chiffres qui semblaient inatteignables il y a encore quelques années. Donc on parle d'un véritable phénomène, évidemment à relativiser tout de même, à cause de notamment 3 phénomènes que je vais aborder, mais qui ne seront pas l'objet de la présentation: les ruptures et les abandons en cours d'apprentissage, les évaporations, ces jeunes qui sont formés et qui ne continuent pas dans leur branche, et puis les aides économiques, évidemment aux entreprises qui ont
on ne va pas se le cacher, doper les chiffres de l'apprentissage. Alors après, bien, pas bien, je vous laisserai en juger, mais effectivement, c'est un phénomène en soi, et on a quand même un apprenti sur deux dans une très petite entreprise aujourd'hui. Donc on n'est pas en train de parler d'un fait marginal. Alors une question se pose, et elle me vient là quand on parle d'apprentissage, c'est qui transmet dans l'entreprise. Ça me semble intéressant. Qui transmet dans l'entreprise? Eh bien, c'est le maître d'apprentissage en contrat d'apprentissage ou le tuteur en contrat de professionnalisation. Et quel est son rôle à ce maître d'apprentissage, ce tuteur? On parle beaucoup d'apprentissage, mais je trouve qu'on ne parle pas beaucoup du rôle du maître d'apprentissage et du tuteur. Alors ce rôle, pour l'étudier, je suis allé m'intéresser à la certification MATU, que certains connaissent peut-être, elle est tout récente, certification maître d'apprentissage tuteur qui émane de la loi de 2018 sur l'avenir professionnel. Et cette certification y est associée à un référentiel de compétences que je suis allé observer. Et ce référentiel, il est décliné en 9 domaines de compétences et en 9 compétences. Et sur ces 9 compétences, on en a 4 qui parlent des enjeux de santé-sécurité. Et notamment sur les phases d'accueil et d'intégration de l'apprenti, sur lesquelles il y a un enjeu fort en termes de santé-sécurité. Et évidemment, sur les phases de transmission. Alors, on voit que les attentes sont fortes. On a également le 4e plan santé-travail qui nous livre un memento à destination des employeurs qui accueillent des jeunes en formation professionnelle. Memento qui a sans doute été lu par tous les employeurs, n'est-ce pas? Bon, évidemment, le problème de ces guides, c'est souvent ils sont malheureusement pas assez lus. Et ce memento, il nous rappelle notamment tout ce qu'il y a à faire avant d'accueillir un apprenti et l'importance du rôle du tuteur pour aller identifier les tâches, s'assurer que le document unique est à jour, et puis aller prévenir, repérer les dangers, prévenir les risques, et finalement transmettre à l'apprenti ces questions de santé-sécurité. Donc il y a des attentes qui sont fortes, et je pense que tout cela vient de quoi? La littérature nous le dit, la construction des gestes professionnels, c'est une ressource en termes de prévention des troubles musculo-squelettiques et des risques psychosociaux. Ça, la littérature nous le dit, et donc évidemment les attentes sont fortes concernant les maîtres d'apprentissage et les tuteurs. Alors on va continuer dans la réflexion. Maintenant, on va faire un petit pas de côté sur la place de la santé-sécurité au travail au sein même des TPE en général, avant même de parler de transmission. Alors, on l'a rappelé dans les interventions précédentes, c'est important notamment pour les candidats aujourd'hui. Et donc, quelle place dans les TPE finalement? Il y a un rapport édifiant de ce point de vue-là, dont je vous enverrai les références à toutes et tous, qui s'intitule donc rapport de la DARES de août 2022, c'est extrêmement récent, santé et travail dans les TPE, le travail avant tout. Et je pourrais presque m'arrêter là. Qu'est-ce que nous dit ce rapport? Deux faits que j'ai relevés très intéressants, c'est que d'une part, les travailleurs dans les TPE, j'inclus évidemment les dirigeants et les salariés, vont plus mal que ce que les statistiques nous disent. Pourquoi? Parce qu'il y a des phénomènes d'endurance et d'évitement. Les gens, effectivement, vont avoir envie d'aller au travail coûte que coûte, finalement, quitte à s'abîmer, parce que ça fait partie de l'identité professionnelle quand on est dans une très petite entreprise, de rester finalement au front, quitte effectivement à s'abîmer un peu la santé et à éviter les circuits de santé traditionnels. Donc ça n'apparaît pas dans les statistiques, tout ça, et le rapport est assez édifiant de ce point de vue-là. Et ça rejoint mes expériences, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Ce que ce rapport nous dit également, c'est que les dispositifs de prévention institués, ils sont toujours peu présents dans les TPE. C'est malheureux, mais on en est toujours là aujourd'hui. Et quand ils sont présents, et ça a été rappelé, d'ailleurs l'aspect réglementaire a été rappelé pendant les 2 interventions, c'est souvent sous la contrainte réglementaire que c'est perçu. Et ça, je l'ai perçu moi aux côtés des entreprises, et je continue de le percevoir comme ça. Alors soit la contrainte réglementaire, soit parfois l'expérience malheureuse de l'accident, qui vont contribuer effectivement à ce que des actions de prévention se mettent en place. Alors ça ne veut pas dire tout ça que la santé-sécurité elle n'est pas présente dans les TPE, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais force est de constater que la culture de la prévention, elle n'est toujours pas présente et qu'on a encore beaucoup à faire, et d'où l'intérêt de ce type d'événement aujourd'hui, un chemin à parcourir sur ce sujet. Alors, une fois qu'on a dit ça, si on raccroche le sujet particulier de la passation des savoirs, évidemment, c'est une difficulté parce que si la culture de prévention n'est pas là, comment voulez-vous qu'elle se transmette? Évidemment, c'est un vrai sujet. Donc, cette place particulière de la santé et sécurité dans la TPE, elle pose un problème. Le deuxième, c'est effectivement que les savoirs en santé, sécurité, travail, des études nous montrent, et je vais vous les citer, qu'ils existent dans les TPE, mais ils sont finalement incorporés. Ils font partie des gestes professionnels. Ils sont, non conscients. Voilà, ce sont des automatismes finalement. Et donc, c'est difficile d'aller les identifier et de s'assurer finalement de leur transmission. C'est là qu'on a un véritable enjeu. Et à ce sujet-là, un séminaire de l'ANACT de 2009 sur la transmission des savoir-faire qu'on appelle de prudence ou des savoir-faire en santé et sécurité au travail. Également une étude de l'ARACT Lorraine en 2014 sur la transmission des savoir-faire dans les métiers d'art qui sont assez édifiantes et qui nous montrent que oui, les savoir-faire, ils existent en santé et sécurité et ils sont souvent chez les plus expérimentés. Et c'est là où on arrive à un autre sujet intéressant, c'est-à-dire que la question des générations, évidemment, quand on parle de transmission des savoirs. Et je me suis évidemment documenté au regard
de mon expérience sur ce sujet-là et deux lectures intéressantes. Une lecture qui date un petit peu, 2005, revue Travail et Changement, comment construire les coopérations entre les générations. Alors c'est un petit peu ancien et pourtant fondamentalement actuel finalement, puisque dans cette revue-là, ça nous dit quoi notamment? C'est qu'il ne faut pas réduire la question de la transmission à un simple déversement des savoirs. C'est finalement toute une culture du travail qu'il s'agit de transmettre, mais attention, dans cette culture du travail, s'il n'y a pas la culture de la prévention, elle ne va pas se transmettre par magie, évidemment. Et autre importance qui est rappelée, la préparation du tuteur. Je vais le dire et je vais encore le redire en conclusion parce que c'est vraiment un enjeu pour moi. Autre papier intéressant, la revue des conditions de travail de l'ANACT de 2015, qui tente cette fois, je dirais, de déconstruire un peu cette approche par génération. C'est vrai qu'on aime bien généraliser, on aime bien catégoriser, on aime bien les stéréotypes, c'est comme ça, et on a tendance un petit peu à vouloir mettre effectivement les salariés, les dirigeants dans des cases, les générations X, Y, Z, A, B, C, D. On voit tout un tas de lectures là-dessus, mais ce que nous dit cette étude, c'est finalement qu'il ne faut pas forcément se focaliser là-dessus et pas aller chercher des dispositifs adaptés aux différentes générations. Mais ce qui manque cruellement dans les entreprises, c'est la concertation, c'est des espaces pour discuter du travail et effectivement entre générations. Donc c'est cette absence d'espace pour discuter du travail, pour débattre, qui est fondamentalement la priorité, à mon sens, de mon expérience et de ce que je trouve dans mes différentes lectures. Donc voilà, ces différentes études qui croisaient de mon expérience, finalement, je les ai choisies pas pour rien et j'ai mis en évidence des points pas sans raison, c'est évidemment parce qu'elles croisent ce que moi j'ai vécu et ce que je vis toujours aux côtés des chefs d'entreprise et aujourd'hui des porteurs de projets dans mes activités de formation. Donc j'aurai évidemment deux grands messages: la professionnalisation des maîtres d'apprentissage et des tuteurs. Évidemment, cette certification dont je vous ai parlé, elle n'est pas obligatoire, elle n'a pas vocation à devenir renouvelable. Donc il y a un vrai enjeu de ce point de vue-là, notamment parce que la transmission, elle porte des enjeux en santé-sécurité. Et le deuxième message, c'est qu'il faut créer des espaces de discussion dans les très petites entreprises pour échanger autour du travail en général. Ça n'existe tout simplement pas et je vois bien le manque de dialogue quand je me déplace dans les entreprises. On pourrait parler de ce qu'on appellerait un nouvel acronyme qu'on oubliera à la fin de cette présentation, la QCTA, la qualité des conditions de transmission dans l'alternance. Voilà. Mais on va l'oublier vite parce qu'on a déjà largement assez d'acronymes à retenir, je crois bien. Voilà. Mais en tout cas, il faudrait en discuter dans les entreprises et ce serait une véritable innovation à mon sens et je crois que c'est tout l'objet de la journée d'aujourd'hui et que ça permettrait effectivement d'identifier les conditions d'émergence de cette culture de la prévention qui est forcé de le constater trop peu présente dans les très petites entreprises aujourd'hui. Je terminerai par une citation d'Albert Einstein: la folie, c'est de faire la même chose encore et de s'attendre à des résultats différents. Voilà, je pense que vous la connaissez tous. Je vous remercie vivement pour votre accueil. C'est nous qui vous remercions pour votre invitation. Merci Antoine Euzal. Quelle aisance pour nous faire prendre conscience d'un sujet aussi central. Et si les sujets, les questions de santé et sécurité, j'ajoute le bien-être, devenaient les valeurs socles, les valeurs refuges partagées par tous, avec toutes les conséquences positives que vous avez parfaitement relatées autour de la culture de la transmission des savoirs.